Techniquement, si t'as pas de capacité à te mettre dans le dur, à être smart sur tout ce que tu vas faire d'opérationnel et que tu n'as qu'une vision stratégique, bah t'es foutu. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Éclosion. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une invitée sportive et inspirante de la Sportech, Maude Baudier. Maude est la CEO et fondatrice de Smatchy. Si vous ne la connaissez pas encore, préparez-vous à être inspiré par son parcours incroyable. Maude est une serial entrepreneuse qui a su transformer sa passion pour le sport en véritable success story. Avant de lancer Smatchy, une appli qui connecte les sportifs pour s'entraîner ensemble, elle a créé Print Your Race, Les Bornés, deux projets qui ont marqué le monde du sport et de la tech, pardon pour mon accent anglais. Dans cet épisode, on va plonger dans son parcours d'entrepreneur, discuter de ses réussites, de ses échecs et des moments de doute qu'elle a traversés. On va aussi parler de ses valeurs, de ce qui la motive au quotidien et de ses conseils pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et préparez-vous à découvrir l'histoire inspirante de Maude. C'est parti. Bonjour Maude, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Ça va. Je suis un peu stressant, en plus il fait chaud aujourd'hui. Mais c'est toi qui as un problème de régulation là tu aujourd'hui. Ouais. J'ai un souci, je sais pas ce qui se passe. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs ? Avec plaisir, donc je m'appelle Maude, je suis entrepreneur dans la Sportech comme tu l'as très bien dit. Ouais. Et je suis à la tête de deux projets en ce moment, Les Bornés et Smatchy. Donc je suis la PDG et la CEO en fonction de la structure de l'un et de l'autre. Et en même temps, sportive aussi, passionnée, même si je dois l'avouer, j'ai un petit peu ralenti ces dernières années. Petite passion pour le triathlon, c'est ça ? Oui, entre autres. Après, c'était pas mon sport originel, mais entre autres. Ouais. Vélo, course à pied et natation. C'est ça. C'est ça. On démarre ? Allez, c'est parti. Ah ouais, je commence comme ça. Quelle est ta chanson préférée pour te motiver quand tu fais du sport ? On va faire ça à la fin peut-être. Comme tu veux. Tu veux faire ça à la fin ou au début ? Non, on va garder ces petites questions pour la fin. Déjà, comment tu as su que tu étais faite pour l'entrepreneuriat ? Ça a toujours été quelque chose qui t'a guidée ? Je l'ai jamais su. Tu l'as jamais su ? Je l'ai découvert, on va dire, au fur et à mesure sur le tas. Je pense que c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de monde, l'entrepreneuriat. On voit, il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir entrepreneurs. C'est un peu le truc à la mode. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs très piège parce que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mm. C'est même plus clivant, je pense, que la plupart des jobs. Il y a des jobs où tu peux rester dedans et te contenter de ce que tu as, en quelque sorte. L'entrepreneuriat, c'est impossible. En fait, t'as le mindset ou t'as pas le mindset parce que c'est tellement dur et c'est tellement éprouvant que tu sais dans les 2 premières années si oui ou non tu vas tenir. Parce qu'en réalité, en 2 ans, si t'as craqué, c'est fini. C'est que t'es pas fait pour être entrepreneur. En fait, t'as pas de vie quand t'es entrepreneur, c'est ça ? C'est plein de choses. C'est-à-dire que c'est... vie perso, quoi. Alors, il y a l'équilibre vie pro, vie perso, mais il y a aussi la responsabilité et la pression du quotidien dont on se rend pas compte parce qu'en fait, quand t'es salarié, t'as un cadre. Ouais. Tu vas au travail. Ou tu ouvres ton ordinateur si t'es en télétravail. T'as des tâches. Exactement, t'as des objectifs. Tu réussis ou tu réussis pas, t'as ton salaire à la fin du mois. Tu vois, il n'y a pas de notion de dépendance entre succès et finalement euros et compte en banque. Et il y a surtout un truc, c'est que tu n'es qu'un maillon de toute une chaîne à laquelle tu appartiens. Alors, si tu te loupes, évidemment, ça impacte la chaîne, mais c'est pas fatal. Ouais, ça peut être rattrapé, compensé, quoi. C'est ça. Alors que quand tu es entrepreneur, en fait, souvent, tu n'as pas de maillon, tu n'as pas de chaîne. Au tout début, tu commences tout seul, tu n'as pas tout de suite d'équipe. Et même quand tu as une équipe, en fait, toi, tu peux pas louper parce que tu es l'élément un petit peu central, si on peut dire ça comme ça. C'est toi qui l'as créé, la chaîne, quoi, finalement. C'est ça. Et c'est toi qui prends toutes les décisions, c'est toi qui as le mot final. Donc, il y a une chaîne de valeur qui tourne autour de toi. Ouais. Et en fait, la pression autour de ça, elle est énorme. Il faut accepter de ne pas être payé, il faut accepter de faire passer le besoin des autres avant le tien. C'est beaucoup de choses qui sont pas naturelles et qui viennent pas pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs très OK de ne pas être fait pour l'entrepreneuriat. C'est pas une tare et bien au contraire, je pense. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, tu as beaucoup plus de soft skills, si tu veux, à mettre en pratique que de hard skills, quoi. Tu dois être les deux. Et c'est ça qui est affreux. C'est qu'en fait, tu peux ni être trop l'un ou trop l'autre parce que tu commences, t'as personne. Donc en fait, si t'as pas de hard skills, t'es foutu. Parce que oui, mais le démarrage, il peut durer 3-4 ans. Tu peux avoir 3-4 ans où t'es dans l'opérationnel pur et où tu mets les mains dans le cambouis. Donc techniquement, si t'as pas de capacité à te mettre dans le dur, à être smart sur tout ce que tu vas faire d'opérationnel et que tu n'as qu'une vision stratégique, t'es foutu. Franchement, j'ai vraiment du mal à comprendre et à croire. Tu fais ton site internet, en fait, globalement, pour être très concret,
Tu fais tout, quoi. Tu fais tout. Moi, la seule chose que j'ai pas faite, c'est de coder l'app parce que je ne suis pas codeuse et que j'ai pris quelqu'un pour ça. Mais le site, c'est moi qui l'ai fait. Toutes les communications, c'est moi qui fais. Quand il faut répondre aux clients, je le fais. Quand il faut gérer la compta, faire les dépôts administratifs, tout ce qui va avec, c'est moi. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de personne de confiance. Tu es la personne de confiance et tu es la personne sur qui tout repose. Donc, s'il y a un délai de 2 semaines, c'est de ta faute. C'est toi qui as pris 2 semaines de retard. Il n'y a personne sur qui taper. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, ça te demande des grosses hard skills. Ouais. Mais ça te demande aussi du soft skills parce que dès lors que tu vas recruter des gens, tu peux pas t'appuyer sur une forme de hiérarchie institutionnelle qui a été créée dans une boîte, tu peux pas t'appuyer sur certaines valeurs ou un certain code du travail qui aurait pu être écrit, c'est toi qui le crée. Ouais. Donc ça te demande énormément d'un point de vue interaction sociale, d'un point de vue humain. Tu es le noyau essentiel de la boîte. Au tout début, j'entends. Et puis à un moment aussi, il faut que tu lâches certaines choses que tu as faites par toi-même, tu vois, avec tes idées, etc., à quelqu'un d'autre qui va devoir aussi suivre ces idées-là. Ouais. Et ça, c'est très dur. C'est dur, hein. C'est dur, mais c'est essentiel. Tu peux pas, pour moi, tu ne peux pas faire grossir une boîte si tu n'acceptes pas de lâcher le bébé à un moment, justement, et de dire il y aura des erreurs et c'est pas grave. On corrigera les erreurs quand elles arriveront, mais tout sera pas parfait. Et ça, c'est là où tu vois un bon d'un mauvais entrepreneur, c'est que le mauvais entrepreneur, il va vouloir garder le contrôle sur tout. Et justement, il va étouffer ses équipes, il va pas avoir forcément un bon management. Bah ouais. Et un bon entrepreneur. J'ai écouté il y a pas longtemps une interview d'Éric Clerchevêque qui le disait, c'est quelqu'un qui accepte que de toute façon, il y a des moments où il y aura des foirés, et c'est pas grave. Ouais, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et tu es là aussi pour accepter ça et essayer de transmettre ta vision tu vois, de façon propre, quoi. Ouais, et d'accepter que parfois cette vision, elle peut être challengée aussi. Elle peut être challengée, ouais. Donc toi, tu as commencé en fait, tu avais un premier site internet sur, c'est quoi, tu m'as dit tout à l'heure, Skyblog, c'est ça? Ouais, exactement. Skyblog. C'est comme ça que tu as commencé, si tu veux, à te dire, tiens, je peux créer des choses, je peux... mettre en place des choses qui me plaisent, les partager avec d'autres personnes, etc. C'est ça qui t'a donné envie de... Moi, je voyais des gens faire leur Skyblog, pour raconter leur vie, parce que c'était ça un peu l'époque. C'était avant Facebook. Blog, ouais. On parle de l'ère avant réseaux sociaux. Ouais. Donc, tu utilisais des Skyblogs. Et en fait, je trouvais pas ça ouf de raconter ma vie. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à raconter? Il n'y a pas grand-chose. Par contre, je trouvais ça génial de partager la vie de mon centre équestre et le club et de présenter les poneys, les chevaux, comment bien curer les pieds. Tu vois, T'avais quel âge? 13 ans quand j'ai commencé, 14 ans quand on a gagné le concours. Donc j'étais au collège. Et en fait, j'ai trouvé ça génial de me dire on peut créer quelque chose pour le centre équestre qui n'avait rien, qui avait juste un site institutionnel pour prendre ta licence, le prix des cours, enfin tu vois les trucs classiques. Ouais. Et on a créé tout ce truc autour de la vie du centre équestre. On présentait les poneys, là où ils sont, ce qu'ils aiment bien comme friandises, là où ils sont forts, là où ils sont moins forts. Tu vois, c'était vraiment un petit truc un peu présentation de la vie du club. Génial. Et on était plusieurs copines. C'était un peu... Je pense qu'à l'époque, j'avais un peu ce rôle de CEO. C'était marrant, mais ça n'existait pas du tout, cette terminologie. Mais c'était moi qui coordonnais tout le monde, qui disait tiens, toi, tu vas faire celui sur tel poney, tu vas faire ça, tu vas faire ça. On fait des shootings photos, on retouchait les photos pour qu'elles aient la bonne lumière, tu vois. Enfin, c'était plein de choses. Et moi, je codais. Ouais. Parce qu'à l'époque, sur Skyblog, tu pouvais mettre des sortes de petits décors dans tes textes. Donc, soit tu pouvais mettre du texte pur, en gros, t'écris. Soit tu pouvais, à travers du code, faire en fait un décor. Et moi, je faisais tous les décors. D'accord. Et donc j'avais appris les bases du code pour savoir faire ça. Alors ça me prenait des heures mais monstrueuses quand j'y réfléchis. En fait. Mais j'adorais. Et en fait on avait vu un concours, parce que moi j'étais abonnée à un journal pour l'équitation. Et ils annonçaient qu'ils cherchaient un concours de sites originaux qui avaient été créés autour du cheval. Et on a candidaté. On s'attendait pas du tout à être sélectionné. Moi, je me souviens avoir reçu un mail en disant vous avez été présélectionné dans les 10 derniers projets. Donc au début, on était mais c'est ouf. C'est-à-dire qu'il y a eu des centaines de projets qui ont été déposés. On est dans les 10, tu vois, c'est déjà pas mal. C'est clair. Et en fait, c'est nous qui avons gagné. On a été le premier projet et ils nous avaient invités au Salon du Cheval pour nous récompenser avec un chèque de 1 000 € chez Decathlon et tout. Et pour nous, c'était le bout du monde. Le bout du monde. T'as 13 ans, tu reçois un chèque de 1000 balles, t'es trop contente. T'es trop contente. Et puis on s'était séparé ça entre toutes les copines. On avait tout eu, je sais plus, 200 ou 250 €. Et on est allé faire nos petits emplettes chez Decathlon pour racheter notre matériel. Tu vois, c'était la petite concrétisation du travail qu'on avait fait. Ouais. Bon, d'un point de vue du taux horaire, je pense que c'était ridicule par rapport au temps qu'on y avait passé. Fallait pas regarder ça. Ouais, non, mais au démarrage, tu faisais pas ça pour l'argent, tu faisais ça pour le plaisir. Pas du tout. Et on avait appris tellement de choses. Des choses, ouais. Ah, mais moi j'étais trop heureuse. Je passais du temps derrière mon ordi, mais pour quelque chose. Ouais, c'est clair. Donc première expérience de codage, de site internet, de Skyblog, d'entrepreneuriat, où là tu commences à être un peu chef d'entreprise, quoi, presque à la limite, avec une récompense. Ouais. Et après tu fais quoi? Après, je fais mes études. J'ai toujours été un peu la chef de projet. Hein. Dans les groupes, j'ai toujours été un peu ce rôle-là. Bac S, tu disais? Ouais.
Ouais, mais tu vois, par exemple, on avait organisé, il y avait eu au lycée, je me souviens, c'était génial, des cours d'éducation civique. Ouais. Et entre autres, c'était à la période des élections, je me souviens, c'était Sarkozy, Hollande. Quand c'était... non, c'était pas Sarkozy, Hollande, c'était... quand c'était sa femme, je crois. Ah oui. Attends, c'est 2007 Ségolène. Ouais, je crois que c'est ça, en 2007, ça devait être Ségolène Royal et Sarkozy. Je crois que c'est de ça. Ouais. Et en fait, ils avaient voulu nous expliquer le système des élections, comment ça fonctionnait, les scrutins, etc. Ouais. Donc c'était génial parce qu'on était en plein dans l'actualité. Et le prof nous avait demandé de faire une fausse élection. De comprendre, tu vois, de mettre en place un faux scrutin, de comprendre, tu vois, des Au sein fausses... du lycée, tu veux Au dire sein de l'école. Au sein de la classe même. De la classe. Ouais. Et nous, on s'était pris au jeu avec ma meilleure amie et mon petit copain de l'époque. On avait fait un trio. Ouais. Et alors, on avait fait une campagne où c'était lui le président et tout. Et on avait poussé le truc avec des affiches partout dans le lycée. Enfin, vraiment. Ah ouais, genre campagne électorale, quoi. Ah non, mais une vraie campagne électorale. Mais on avait poussé le truc très, 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 très loin. Ouais. C'était quoi le slogan, tu te souviens de la campagne? Non, je me souviens plus tout. drôle. Mais en fait, on devait choisir un positionnement. Donc en fait, on était attribué droite ou gauche, par exemple, et donc on devait jouer avec les codes couleurs. Donc moi, je me souviens que nous, on était sur les équipes de droite et on avait tout dans les couleurs bleues, tu vois. Enfin, tu sais, on avait essayé de réfléchir les choses pour s'adapter, en fait, comment est-ce que les politiques, les groupements, usaient de certaines colorimétries, etc. Et en fait, le but, c'était de comprendre, tu vois. C'était assez intéressant. Marketing en vrai, politique, quoi. Ouais, un peu. En fait, c'est vrai que c'était du marketing. Et on avait été assez bon parce que on avait vraiment fait les choses en grand et on avait imprimé partout. Enfin, on s'était pris au jeu, c'était drôle. Et en fait, on avait fait un faux gouvernement de la classe. C'est-à-dire qu'on était allé jusqu'au bout de dire qui dans la classe, selon ses passions, ses machins, aurait quel poste de ministre. Ah ouais, ministre des Sports, ministre de la Santé, ministre du Travail. Et quitte à avoir des trucs un peu drôles, tu sais, parfois, genre ministre de l'écologie, machin, etc. Et on attribuait ça par rapport aux personnalités des gens ou des petites anecdotes qu'on pouvait avoir. Et on avait fait un faux gouvernement et c'est pour ça qu'on avait gagné d'ailleurs, parce que en fait, on était allé tellement loin dans notre projet qu'ils nous avaient mis 20. Mais vraiment très, très à fond. Et on avait poussé le truc jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à la fin d'année, on avait fait une sorte de fête de fin de terminale. Et en fait, on avait fait une fête autour, la fête du gouvernement, quoi. Et on avait poussé le truc en mode, t'avais encore le président, la secrétaire, le machin, le truc. Et tout le monde avait sa photo avec un titre accroché. Énorme. Et c'était moi qui avais organisé tout ça. Et j'étais déjà dans ce délire un peu de dire, t'organises les choses pour les gens, tu coordonnes, t'attribues, tu machin. C'était déjà mon truc au lycée. Ouais. J'ai toujours eu ça. Ouais, au lycée. À 13 ans, au lycée aussi. Et donc, après ça, bac S, du coup, on y arrive. Ouais, c'est ça. École de commerce. Ouais. Et c'est quoi après? C'est Print to Race ou les Barnets? C'est Print to Race en premier, qui vient bien après, parce que Print to Race, je l'ai créé en 2017 et moi, je suis sortie d'école de commerce en 2013. Donc, il y a un petit peu de temps qui se passe entre les deux. Ouais. Avec un projet entrepreneurial quand même que j'avais un chouïa maintenu, parce que j'avais créé quelque chose pendant mon école de commerce. À chaque fois, aussi au format à chaque blog. Période, tu crées un truc. Ouais, tu rencontres des gens, t'as des trucs. Tu vois, j'avais rencontré une nana avec qui je m'entendais super bien et on était toutes les deux passionnés de sujets de beauté et de mode. On s'est dit, vas-y, on peut créer un truc, ça peut être cool. Et on s'est fait inviter à plein d'endroits. Mais c'était trop génial. Énorme. On avait eu plein de produits gratuits. C'est des trucs, quand t'es étudiant, t'as pas les moyens. Donc c'est trop cool. Et puis, ça s'est forcément essoufflé quand toutes les deux on a été diplômés parce que chacune on part dans notre vie. Bien sûr. Elle a eu un super beau poste, elle a eu une très belle carrière. Moi aussi. Et en fait, on n'arivait plus à se coordonner. Ça marchait plus. Oui, tu as fait carrière dans le luxe, c'est ça J'ai commencé dans le luxe, mais moi, ça a été très court. Marketing et communication de luxe pour la plupart de mes stages et une expérience en CDD juste derrière. Et après, moi, je suis partie en tant que business développeur dans une start-up qui faisait l'intermédiaire entre business et luxe et digital. D'accord. Et là, c'était vraiment un boulot de sales. Et j'ai enchaîné après plusieurs petites étapes qui ont mené à être chasseuse de tête après, dans le digital. Ok. Et donc après ça, les Bornés et Smatchy qui arrivent. Print, les Bornés et Smatchy. Donc Print, c'est 2017. Donc en début de l'année 2017. Les Bornés, c'est fin de l'année 2017, on l'imagine. Et on l'a lancé courant du début d'année 2018. Et Smatchy, l'idée est venue pendant le Covid. Et l'application est officiellement lancée en décembre 2023. Mais moi, j'avais déjà commencé tout ce qui était campagne de levée de fonds. En septembre 2022. Donc Smatchy, tu peux nous pitcher rapidement? Bien sûr. Smatchy, c'est une application pour trouver des gens avec qui faire du sport près de chez toi. En fait, le problème, il est extrêmement simple. J'ai des personnes qui sont venues me voir en me disant « J'aimerais
et qui ont exprimé un besoin. J'aimerais pouvoir courir en forêt, je suis une femme, j'ai peur d'aller courir seule. Comment est-ce que je peux faire pour trouver des gens qui sont sécurisants ? Je viens de déménager, j'aimerais aller taper la balle, faire du tennis, c'est un sport que je veux reprendre, mais je connais personne de mon niveau. En fait, à chaque fois, c'était des problématiques qui étaient des problématiques super bêtes. On n'est pas sur un pain en termes de marketing qui est fou, mais qui n'était pas adressé correctement par ce qui existait sur le marché. Et là, j'ai commencé à me renseigner et à regarder ce qu'on pouvait faire. Et donc, on a décidé de créer une application qui soit multisport, qui soit pour tous les niveaux, donc vraiment du niveau débutant jusqu'au niveau expert, professionnel, et qui permette aussi de pouvoir trouver facilement des personnes près de chez toi, sans pour autant tomber dans le Tinder, puisque tu ne choisis pas les profils qui viennent avec toi. En fait, tu déposes un événement et les gens peuvent s'inscrire et participer. Donc, on est plutôt sur un Blablacar. Ouais, c'est plus un Blablacar. Tu vois pas le profil des gens, tu choisis pas les gens. Exactement, tu swipes pas à droite ou gauche en fonction de si t'aimes ou t'aimes pas la tête de la personne. C'est pas l'objectif. Nous, l'idée, c'est de se dire, en fait, on va faire du sport et c'est l'algorithme qui va t'aider après à terme à avoir des personnes qui s'inscrivent, qui correspondent. Alors, actuellement, l'algorithme, il est très large parce qu'on a on a peu d'inscrits, c'est normal, on est au début du projet. Plus l'algorithme sera de plus en plus poussé, plus on aura d'utilisateurs. Donc en fait, plus on va grossir la base, plus on va restreindre en fait la possibilité de l'algorithme de pouvoir vraiment cibler au plus proche de tes attentes. Ouais, c'est ça. Plus tu auras de données, plus tu pourras cibler. C'est normal. Plus de données d'utilisateurs. Ok. Et quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en tant qu'entrepreneur, tu vois, avec tout ça depuis tes 13 ans, depuis tout ce que tu crées? La plus grande leçon? Bien savoir s'entourer. Ouais. En vrai, je pense que quoi que tu fasses dans la vie, entrepreneuriat d'ailleurs ou non, mais bien savoir s'entourer, c'est la clé pour réussir. Parce que quand tu es dans les moments les plus durs de ta vie, si tu es mal entouré, en fait, on va continuer à te tirer vers le bas. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, d'ailleurs, on a parlé du podcast de Génération Do It Yourself. Il dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Ah ouais. Et moi, j'y crois. Ils ont 7, 9 ans et... Peut-être pas quand tu considères ta famille et tes enfants, mais moi je crois à ce mindset-là de dire qu'en fait, les 5 personnes à qui tu donnes le plus d'énergie, peut-être hors cercle familial, j'entends, mais t'es la moyenne de ces personnes-là. Et ça vient illustrer tout. C'est-à-dire que si t'as des gens qui te tirent vers le haut quand t'es justement toi dans le bas, c'est la meilleure des moyennes que tu puisses obtenir. Et à l'inverse, t'as des personnes qui te tirent vers le bas. Tu vois, on parlait de l'exemple tout à l'heure en off du fait de gens qui fument par effet social ou quoi que ce soit. C'est du mimétisme. Exactement. Et en fait, moi, je préfère m'entourer de gens qui vont être positifs dans leur tête, qui vont m'attirer vers des situations qui sont plutôt des situations joyeuses, saines, que d'aller me mettre avec des personnes qui sont pas positives et qui vont me tirer moi-même parce que quand je suis dans le mal, ça veut dire qu'en fait elles vont me drainer vers le bas. Donc j'essaye toujours d'être vers une moyenne qui soit la plus positive possible et moi-même de contribuer à cette moyenne d'ailleurs parce que ça fait partie du jeu. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Et comment tu fais pour rester motivé? Est-ce que ces gens aussi t'inspirent malgré les défis? Tu vois, comment tu fais pour rester motivé malgré tous ces défis? Faut avoir une vision hyper supra long terme. Ah ouais. C'est en fait si je regarde le court terme, projection positive quoi. Ouais. C'est ça, c'est la même chose quand tu commences ta prépa et que tu penses déjà à la ligne d'arrivée quoi. C'est t'as même pas commencé tes premiers kilomètres de préparation mais t'es déjà en train de penser que tu vas passer la ligne d'arrivée et tu te vois le faire. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que moi il y a l'état actuel de Smatchy qui évidemment comme tout entrepreneur ne me satisfait pas parce que j'ai toujours envie de plus, de mieux, de bienfaits, de changements, etc. Je pense qu'un entrepreneur de toute façon c'est un éternel insatisfait. Mais j'ai aussi ce vers quoi je veux tendre et ce vers quoi je veux que le projet aille et c'est cette vision-là que j'ai et je m'y accroche. Et je m'accroche à toute cette partie-là et je réfléchis à comment est-ce que je peux atteindre ça par plein de petits objectifs du quotidien qui peuvent sembler supra-dérisoires mais qui cumulés à la fin du mois ont eu un impact où on fait changer une ou deux choses. Ouais, bien sûr. Ok. Et quel impact justement tu souhaites avoir sur la Sportech avec Smatchy? Je ne sais pas si j'aurai un impact sur la Sportech en tant que telle, mais j'espère avoir un impact sur la vision de la Sportech version France. En fait, actuellement, si tu regardes toutes les grosses boîtes tech issues du monde du sport, elles viennent des US. Il y en a très peu qui sont sportives. Il y a Sorare en France qui perce un peu, mais c'est la plupart du temps des concepts américains. Strava, c'est américain, ouais. Okay. Peloton, Zwift, enfin voilà, c'est pas français. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse citer la première app qui arriverait à percer et qui soit française. Ça serait génial. Ça serait de montrer qu'en fait, on a aussi un énorme potentiel en France. On a fait quelque chose de magnifique avec les JO. Franchement, on a tué le game. Nos JO, ils ont été exceptionnels. Ouais, tous les pays étaient d'accord pour dire qu'on a été exceptionnels. Donc,
J'aimerais pour qu'on puisse se dire, maintenant on peut faire mieux et plus, et qu'il y a un super écosystème en France, mais qu'il est sous-exploité, sous-valorisé, et qu'il va falloir réussir à mettre un gros coup de pied dans ça pour qu'on prouve qu'en fait les talents ils sont ici aussi. Bien sûr. Et pour ça, il y a plein de choses. Il y a des talents, il y en a des talents. Il y a du talent et il y a de la motivation aussi. Il y a des gens qui sont hyper motivés pour faire des super choses. Mais bien sûr, quand tu vois ce que font ne serait-ce que les sportifs français, quand tu vois le budget qu'ils ont versus les résultats qu'ils ont, mais c'est magique. Et en fait, en réalité, on se rend pas du tout compte que c'est très très impressionnant ce qu'ils font. C'est un manque d'argent. Mais il y a un manque d'argent énorme en France sur la partie sportive, j'entends. Parce qu'il y a plein d'autres. Là, tu es une start-up en IA, tu lèves des fonds à plus savoir comment faire. Par contre. Là, en ce moment, ouais. Et bien justement, on va parler un peu de tes défis et de tes réussites. Est-ce que tu peux nous parler d'un échec que tu as rencontré dans ta carrière et comment ça a influencé ton parcours? Pas une réussite, mais un échec. Oui, je me doute. J'en ai plusieurs en fait, et c'est ça qui est difficile parce que il faudrait les hiérarchiser et se poser la question de lequel a le plus impacté. Moi, je pense que celui qui m'a fait le plus mal, c'était pas pendant que j'étais entrepreneur, mais pendant que j'étais salarié. Alors, je ne citerai pas l'entreprise et je ne citerai pas le contexte parce que c'est pas l'objectif, mais je me suis retrouvée dans un environnement où en fait j'ai beaucoup donné, j'avais des très bonnes performances, même meilleures que certains de mes homologues qui avaient plus d'années d'expérience dans l'entreprise, et où en fait il y a un moment où personne m'avait dit de me ménager, personne m'avait dit de lever le pied à certains moments, tu vas pas tout le temps être à 3000%. Ça fait un burn-out. Et en fait, c'est mon corps qui a réagi en premier. C'est-à-dire que moi, je m'en suis pas du tout rendu compte. Ma tête, mon mental tiendra toujours tellement plus longtemps que mon corps. Mais beaucoup plus longtemps que mon corps. C'est d'ailleurs ce qui est un peu putassier avec moi. C'est que je peux aller très, très, très loin dans mes ressources. Et en fait, je m'en suis rendu compte grâce à mon médecin. Parce que je faisais des analyses sanguines, parce que je fais régulièrement des bilans pour voir si tout va bien. Je fais ça tous les 6 mois. Je vérifie que tout roule. Et c'est mon médecin qui s'en est rendu compte en voyant des plaques d'eczéma sur mes coudes, des plaques d'eczéma à mes genoux. Je te comprends. Voilà, des choses qui étaient visibles et qui a commencé à me poser des questions. Vous dormez bien, nanana, etc. Il y avait eu de la perte de poids alors que je bouge pas trop au niveau du poids. Il y avait plein de petits symptômes. Et en fait, au bout d'un moment, elle m'a fait parler. Et elle m'a dit, mais vous êtes en burn-out, mais vous en rendez pas compte. Vous êtes en déni, en fait. C'est chaud. Et où elle m'a mis un ultimatum qui a été assez violent. Puisque elle m'a dit, c'est simple, moi, si je veux vous mettre en arrêt maladie, et moi j'étais, je peux pas, parce que si vous me mettez en arrêt maladie, je vais être virée, j'en suis quasiment sûre. Parce que je voyais la mentalité dans la boîte et je voyais comment ça fonctionnait. Et où elle m'a dit, c'est simple, je vous signe un papier, vous me signez une décharge comme quoi vous avez refusé d'être en arrêt maladie. Elle était au stade de me dire, là vous allez contre avis médical, quoi. Contre avis médical. C'est chaud. Et ça m'a fait un gros électrochoc et elle m'a dit, vous revenez on était un soir, un rendez-vous, ça devait être un rendez-vous à 19h30, les rendez-vous du soir où tu vas après ton boulot. Et elle m'a dit, je vous prends à la première heure demain, j'ouvre mon cabinet plus tôt, vous venez, vous me dites ce que vous avez décidé, je vous laisse une soirée pour réfléchir. Et toute la nuit, mais ça m'a tourné en tête en me disant, mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu choisis ta santé ou tu choisis ta boîte? Enfin, qui n'était pas ma boîte d'ailleurs, qui était mon employeur. Salarié, et ça a été un gros électrochoc pour moi parce qu'en fait, j'avais eu mes parents au téléphone, etc. Et ils m'ont dit, mais Maud, c'est la santé là dont tu es en train de parler. Et c'est pas la santé, genre t'es un peu fatigué, tu vas prendre une semaine de vacances et ça va repartir. C'est la santé, ton corps est en train de te lâcher. Et ça fait mal parce que t'as la vingtaine, tu vois. C'est des choses qui font un peu mal à l'ego de se dire mon corps me lâche. De ta carrière, tu te dis voilà, il y a plein de choses à accomplir. Et en fait, j'ai écouté mes parents. C'est pas ce qu'on fait tout le temps, mais j'ai écouté mes parents. Je suis retournée voir le médecin. J'ai dit ok, j'accepte, mais vous savez que je vais être licenciée. Et elle était là, bah s'ils font ça, ils ont pas le droit et vous verrez après vos mesures légales, etc. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai été mise en arrêt maladie pendant 1 semaine. Avec grossesse de décompression, j'avais un petit protocole à suivre, tu vois, même aller marcher dehors, hein, tu vois, des trucs comme ça, on en était à ce stade-là. Marcher dans la forêt, quoi. Ouais, c'était un peu ce genre de truc. Et en fait, j'ai été licenciée et ça a été un gros coup de choc pour moi parce que je me suis rendu compte que tu pouvais donner 2000%, mais c'est pas pour autant que tu allais recevoir 2000%, parce que c'est ce qui s'était passé, hein, et qu'il fallait savoir doser les choses avec les bonnes personnes au bon moment. Et ça a été un gros apprentissage parce que je continue à le mettre en application. Je me donne à 2000% dans tout ce que je fais. Mais par contre, je dose pour qui? Il y a des personnes à qui je donnerai plus 1/1000 de mon énergie. Et j'irai le mettre ailleurs. Parce que je sais que de toute façon, le feedback, il sera pas bon. Ouais, je comprends. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui aussi. Tu nous disais tout à l'heure que tous les jours, à partir de 15h, par exemple, c'est un moment... Pour toi, je crois, non? Tu vas courir ou... Ouais, en fait, mon conjoint rentre à 15h.
Et donc, parce qu'il est en horaire décalé. Et donc, ça fait que quand il rentre, je m'accorde cette pause que j'ai commencé souvent très tôt le matin. Vu qu'il commence très tôt, je me lève aussi très tôt. Et donc, à 15h, en fait, mon cerveau, il sature. Il peut plus. J'ai atteint une certaine limite. Une limite, ouais. Il faut que je m'aère. Si je veux reprendre, il faut que je m'aère. Et donc, ça peut être tout aussi bien, mais ça peut même être à faire des tâches de ménage, hein, juste bouger, sortir de ma zone intellectuelle de travail. Ouais. Et ça peut être aller courir, faire une séance de muscu. Et derrière, je me remets au travail. Mais sauf que c'est comme si je m'étais fait un reboot. Ouais. J'ai pris ma douche, j'ai pris un petit goûter. Tu vois, il y a eu j'ai l'impression d'avoir fait une sorte de mini-vie dans ma journée. Et je reviens au travail parce que je reprends vers 17h, donc je me fais 2 heures de pause. Mais fraîche, intellectuellement, physiquement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bien sûr, mais ça c'est important. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu as sacrifiées justement pour réussir à concrétiser ton rêve, si on peut dire que c'est un rêve aujourd'hui Ouais, plein de choses, des amitiés, des relations. Il y a énormément de choses que j'ai mis de côté au cours des dernières années où on m'en a voulu. Tu regrettes ou pas du tout? Non. Non, parce que ça aurait été aller à l'encontre de la version de moi que je suis, de ne pas le faire. Enfin, je sais pas comment expliquer ça avec clarté, mais... Parce que ça t'a permis d'avancer et de te réaliser. Ouais, et c'est pas grave, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper dur dans la société parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, faut que tu aies tes meilleurs avis pour la vie, blablabla. » Et j'ai eu énormément de mal à croire en ça parce que je pense qu'on change beaucoup au cours d'une vie. On a des phases, qu'on peut aller dans 2 directions totalement différentes. Ça se fait déjà dans un couple, alors que tu vis au quotidien avec la personne, donc avec un ami. Et en fait... Évidemment qu'il y a des amitiés où tu te dis parfois avec un peu de nostalgie c'était sympa et tu peux dire ça avec ce petit truc un peu nostalgique de quand tu penses à certains trucs de ton enfance par exemple, c'est un peu la même chose. Bien sûr. Mais je regrette pas là où je suis actuellement et je sais que si j'avais pris d'autres décisions et que j'avais pas fait ces sacrifices, je serais pas là où je suis. Et donc il y a une part en fait de me dire malheureusement c'était un sacrifice nécessaire qui peut être perçu comme triste d'ailleurs, mais qui a évité que je m'enterre dans quelque chose qui moi m'aurait rendu triste. Pour faire plaisir aux autres. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu es heureuse? Ah oui, à 1000%. C'est cool ça. Ouais. Tu vis un peu ton rêve tous les jours? J'aime pas la notion de rêve. T'aimes pas? Non, ta vision, tu vis ta vision? Ouais, je fais ce que j'ai envie de faire et d'être. C'est parce que le rêve, en fait, il y a une notion finalement, après, quand tu l'as résolu, il se passe quoi? Tu vois? C'est comme s'il y a une fin. Du rêve. Ouais, c'est comme un but. Ouais, c'est un objectif, mais et j'aime pas cette notion-là parce que pour moi, en fait, ce que je vis actuellement, je ne veux pas qu'il y en ait une fin. Techniquement, c'est toujours un nouveau début tous les jours. C'est juste que c'est aller dans une direction et continuer à avancer. Et pour moi, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'arrêt à mon chemin, quoi. C'est le chemin qui est intéressant, quoi. C'est ça. Mais j'ai du mal avec la notion de rêve parce que c'est idéalisé et que je pense pas que quand je suis au fond du gouffre parce que j'ai eu une très mauvaise journée et des très mauvaises nouvelles, je vive un rêve éveillé. C'est faux. T'as eu des moments de doute sur ton chemin? Mais tout le temps. Tout le temps? Tous les jours tu doutes? Non, pas tous les jours. Je pense que si on interviewe mon conjoint, il serait là, mais... Ah ouais? C'est ton psy un peu? C'est tous les 4 matins. Mais c'est normal, on a tous des doutes. Tu lui racontes un peu des trucs, des doutes Bien sûr, parce que si tu peux pas le dire à ton conjoint, à qui tu le dis? Si t'es pas capable... alors tout le monde devrait aller voir un psy. Ça serait une très bonne chose pour la planète. Mais je pense qu'il faut être capable d'avoir ces personnes autour de toi à qui tu peux dire la vérité et qui vont pas te juger, tu vois, qui vont juste t'écouter. Moi, je suis cette amie pour certaines personnes où parfois ces personnes m'appellent et elles me parlent de certaines situations à leur travail, avec leur conjoint ou avec leur famille et t'écoutes et t'es là pour écouter et en fait c'est sans jugement et je suis pas là pour et elles le font même pas pour que je leur apporte une solution au problème. Ouais, t'es juste là pour écouter. C'est ça, c'est ton rôle. T'inquiète pas, quoi. C'est ça, c'est ton rôle et c'est ça aussi le rôle d'un conjoint, c'est de pouvoir s'asseoir en face d'une table et d'être là, je suis à 100% là pour t'écouter et c'est pas avec un jugement et ce sera pas pour t'apporter la solution miracle sur un plateau d'argent. Bah bien sûr, mais pour tout le monde. Quelle que soit la situation, d'ailleurs, entrepreneur ou pas. Hein. Ouais, c'est clair. Et comment t'arrives à trouver ton équilibre justement entre vie pro et vie perso? Ça se trouve facilement ou... Non, et je pense qu'il est d'ailleurs toujours imparfait. Je pense que c'est très dur de trouver cet équilibre, surtout dans un métier comme le mien. C'est un équilibre de funambuliste, quoi. C'est faire des compromis. En fait, c'est juste l'équilibre pour moi d'un entrepreneur, c'est pas vraiment de l'équilibre, c'est du compromis. Ah ouais? Ouais, c'est sacrifier certaines choses pour en accepter d'autres. Voilà, pour... voilà. C'est ça. Ouais.
Par exemple, moi, on sort très peu au restaurant parce que le soir, pendant qu'on regarde un film, moi, je travaille. Je travaille en même temps qu'on regarde des films. Alors, c'est un sacrifice parce que, oui, en effet, on pourrait... et on mange en même temps. Enfin, et mon conjoint le sait. Mon conjoint sait que le soir, il y a encore des choses à faire et que moi, je peux pas décrocher parce que pour l'instant, j'ai pas la capacité de déléguer. Bah oui, mais je suis quand même là avec lui. Ouais. Tu vois, alors, c'est affreux, hein, c'est pas parfait. C'est fondamentalement imparfait. Mais ça fait partie de l'équipe que nous, on a trouvée. Et ce qui me conviendra peut-être pas à d'autres d'ailleurs. Et Ouais, s'il vous lui l'avez convient, accepté tous les deux. On a fait des compromis. Pour un certain temps, finalement, puisque au fur et à mesure du développement de Smatchy... Ouais, après, je pense que c'est super dangereux de promettre à ton conjoint une deadline. Parce qu'il y a tellement d'incertitudes dans ton métier. Ouais, non, c'est pas... Bien sûr, c'est pas un ultimatum ou une deadline, mais c'est... une projection. Quoi, oui, on se doute que l'objectif, c'est que dans 10 ans, je ne sois pas encore en train de travailler en même temps qu'on regarde un film et que je puisse être à 100% avec lui si on regarde un film. Oui, c'est sûr. Mais il ne faut jamais promettre des choses qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir. Moi, j'adore travailler. Moi, le travail n'est pas du travail, en fait. Et actuellement, je fais dans mon quotidien des choses que j'adore faire. Ah ouais, mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent. En fait, tu as une vision assez holistique quoi, de ton mode de fonctionnement de ta vie. Quoi. C'est ma vie. Tout est imbriqué. Quoi. Ouais, mais c'est ma vie, en fait. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre, moi, les gens qui scindent tout dans des petites cases. Genre, les amis d'un côté, le couple. La plupart, je pense même. Ouais, alors après, c'est peut-être ce qui leur permet d'avoir un équilibre mental et ça correspond peut-être d'ailleurs à leur mode de fonctionnement. Mais je moi, sais pas, t'as dit tout à l'heure que tout le monde devait aller voir un psy. Ah bah, de toute façon, tout le monde doit aller voir un psy. Pas d'équilibre mental. Mais moi, j'ai besoin que ça soit un tout. Je vais pas tout compartimenter en permanence. Parce que c'est impossible. Je suis la totalité de toutes ces choses. Je suis la totalité de mes relations. Je suis la totalité de mes ambitions, de mon travail. Enfin, la personne qui est assise en face de toi aujourd'hui, c'est le plus et plus et plus et plus. Et c'est l'addition en fait de tout ce que j'ai pu faire. Et il y a pas à venir scinder les choses. C'est un tout. Ouais, mais ça se voit, t'as une personnalité très authentique. C'est gentil. En tout cas, c'est vrai. Et je pense que la plupart des entrepreneurs qui s'en sortent sont ceux qui, justement, sont en accord avec eux-mêmes. Entier. Tu vois, un Anthony Bourbon, il est ce qu'il est. Hein. Ouais. Et il se cache pas. Hein. Il y va jusqu'au bout. Hein. Ouais. Kelly Massol, pareil, elle y va jusqu'au bout. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de façade. C'est eux. Et je pense que tu vas bouffer avec eux un soir où tu te retrouves à la piscine en train de nager des longueurs. C'est la même chose. Je pense pas qu'ils s'amusent à jouer à un personnage. Alors évidemment, il y a des statures. Quand tu es dans ta boîte, que tu es le CEO et que tu parles à tes salariés, tu as une position à tenir. Bien sûr. Il faut être en accord avec ça. C'est toi le patron. Et si tu n'es pas capable d'accepter cette part de responsabilité, ça va pas forcément bien se passer dans la boîte. Parce qu'il faut quand même quelqu'un qui tienne la baraque et qui fasse tenir un peu tout l'édifice. Ouais. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut que tu mettes une sorte de masque et que tu sois faux. T'as le droit d'être toi, c'est juste que, évidemment, tu mets de l'eau dans ton vin sur certains trucs, comme bien tous sûr. Les êtres humains sur cette planète. Mais Smatchy, c'est un peu aussi toi, tu vois. Bien sûr. Dans l'idée même, c'est un peu aussi toi, de partager des moments de sport, de partager des moments conviviaux, de sortir, d'aller dans la nature, etc. Ouais. C'est des valeurs qui te représentent aussi profondément. Bah, c'est ce qui fait d'ailleurs que je crois dans le projet et que je m'y accroche. Je pense que tu n'es bon que dans les choses auxquelles tu crois. Si tu crois pas, tu vas être le plus mauvais commercial de ton projet. Bah voilà, c'est ça. Tu vas pas créer un produit juste pour te dire avec ça je vais devenir riche, mais j'y crois pas du tout. C'est juste pour faire du. Il y en a qui font, hein, je pense, mais business. Je sais pas s'ils sont fous et passionnés de ce qu'ils font, tu vois. Moi, au moins, à minima, je peux me targuer de dire que j'ai pas l'impression de bosser le matin. Ouais, c'est ça. En fait, t'as pas l'impression de travailler, t'as l'impression de vivre une grande aventure, quoi. Ouais. Top. Allez, on va passer à des questions parce qu'on parle beaucoup, tu vois. Normalement, là, c'est 45 minutes de podcast, c'est déjà bien. Ça passe vite, hein. Ouais. On va passer à des petites questions un peu décalées pour apprendre à te connaître. Vas-y. Ça marche ? Alors, quelle est ta chanson préférée pour te motiver quand tu fais du sport ? Ouais, alors, en fait, cette chanson, c'est pas que c'est ma préférée pour me motiver, mais c'est celle qui a le plus d'histoire et d'ancrage. Et si je l'écoute, je revis des émotions. C'est Giant de Rag & Bones, qui, en fait, passait à ce moment-là pas mal à la radio. Et quand t'as fait ta prépa j'ai fait ma prépa Ironman, ouais. Pour recontextualiser. Et en fait, je sais pas pourquoi elle tournait. J'écoute beaucoup des playlists Spotify, c'est un peu motivation sport, blablabla. Ouais. Et elle était dans quasiment toutes les playlists à ce moment-là. Donc vraiment, je retombais dessus à chaque fois. Et je sais pas pourquoi, c'est celle à laquelle j'ai associé la prépa mentale, de visualiser la ligne d'arrivée, de visualiser la réussite de mon Ironman. Et elle est restée ancrée. Donc ça fait que quand je l'entends,
je repense à toutes ces heures à transpirer, en train de préparer, tous ces moments de doute. Et je repense surtout à cette foutue ligne d'arrivée de l'Ironman. Et vraiment, je l'avais en tête quand j'étais en train de faire ma course. C'est resté ancré. Mais c'est pas forcément qu'elle est... C'est ça qui est ouf, c'est que c'est pas une musique... Genre, j'en suis pas fan, mais elle te rappelle des... Ouais, elle est des associée à un événement. Elle est associée à quelque chose. À quelque chose, ouais. Et, ok. Est-ce que t'as un rituel ou une habitude bizarre, tu vois, un truc... Ouais, ça fait mourir de rire mon mec. Ah ouais le matin, donc faut savoir qu'on est en décalé. Lui, il se lève 1 heure plus tôt que moi. Ouais. Après, c'est prouvé que les hommes doivent dormir moins que les femmes, donc je surfe sur ça à 2000%. Et en fait, on prépare tout le petit déjeuner la veille. Donc le matin, quand j'arrive, tout est déjà prêt. Ouais. Et en fait, pendant que je suis en train de faire cuire ce qui est déjà préparé, je lance le robot qui nettoie le sol. Et en fait, c'est un rituel. D'accord. Tous les matins, je ne travaille pas tant que mon robot pour le sol n'est pas passé dans l'appart et que l'appart ne sent pas le propre. Ok. Et mais je travaille de chez moi, donc ça joue aussi. C'est-à-dire que j'ai besoin de cet ordre. Et en fait, pendant que mes affaires sont pendant que mon petit déjeuner est en train de cuire, mon thé est en train de chauffer, etc., et ben, je suis en train de tourner dans la maison, en train de tout ranger. Tu sais, tu remets un peu ton ordre entre la veille et le lendemain, quoi. Bien sûr. Et je fais passer le robot au sol. Ouais, t'as besoin d'avoir un cadre. Un cadre. Ouais, et à partir du moment où il y a cette odeur, tu vois, c'est le même produit que j'utilise depuis 2 ans. Et ça te motive et tout. Et ben c'est bon. Genre, je suis apaisée, tu vois, je suis prête. Et c'est débile, hein. C'est vraiment un truc, c'est une petite habitude, c'est un petit rituel, et c'est tous les matins. Marche. Tous les ça matins. marche, ça marche. Ouais. Et c'est pas le jour où ton robot il va tomber en panne. Ah, je serais pas bien. Mais parce que par contre, c'est pas une passion de passer l'aspirateur et la serpillière, donc je suis très contente d'avoir mon robot qui nettoie le sol. Tu m'étonnes. Est-ce que t'as un talent caché que peu de gens connaissent? Vache. Je sais bouger mes 2 oreilles en même temps. Ah ouais, vas-y. Ouais. Personne ne va le voir. Ah ouais, ça c'est impressionnant. C'est mon grand-père qui m'avait donné un défi de faire ça quand j'étais petite, et j'ai travaillé ça, je crois, pendant 2 mois avant de master le truc. Là, je suis en train d'essayer en fait. C'est hyper dur, faut savoir, parce que la plupart des gens savent bouger une oreille après l'autre. Je jure, elle a réussi à ensemble. bouger ses 2 oreilles en même temps, on dirait Spock. Voilà, ça c'était un truc que mon grand-père m'avait donné en défi. Très bien, ok, elle sait bouger ses 2 oreilles en même temps, c'est assez impressionnant. C'est vraiment le talent inutile, hein, sache-le. Moi, je vous le filmerai tout à l'heure, on mettra sur les réseaux. Non, on va pas faire ça. Si tu pouvais échanger ta vie avec quelqu'un pendant une journée, tu choisirais qui? Le profil idéal? C'est super dur parce qu'en fait. Mais n'importe qui, même des gens que tu connais pas. Hein. Ça peut être une star. Ouais, mais je suis fan de personnes. Même un animal, un chat, tu vois, pour être posé. Je suis vraiment fan de personnes, c'est affreux. C'est-à-dire que je peux admirer le parcours de certaines personnes, mais je peux pas. J'ai pas ce côté fan de. Peut-être Michelle Obama. Ah ouais. Peut-être. Engagé quand même. Genre, moi j'aurais choisi un truc un peu plus chill, quoi. Je suis pas chill. Non, mais justement, pour essayer, pour tester un truc un peu différent, tu vois. Ouais, alors quelque chose que je ne suis pas, parce que c'est vrai que Michelle Obama, c'est un peu des valeurs communes. Ouais. Non, mais ok, moi je suis ok avec Michelle Obama, c'est ton choix. Hein. Je te disais juste pour moi. Hein. Ouais, bah en vrai. Moi j'aurais choisi un chat, par exemple. Un chat. Je vais m'accorder 20 heures de sieste. Ah ouais, donc c'est vraiment pour le côté chill. Mais non. Juste une fois, hein, c'est juste une journée. Ouais. Et bah alors, tu sais quoi? Non. Je vais pas passer une journée à galérer. Tu sais quoi? Je suis très maladroit, je te le dis. Et bah j'aimerais redevenir moi quand j'étais jeune. Ah ouais. Une journée. Moi aussi. Une journée. À quel âge? Quand t'es genre au lycée, parce que collège c'était affreux, je détestais le collège. Ah non, moi au primaire. Non, là où j'étais la plus heureuse, moi, c'était en année de justement bac S. Ah ouais. Parce qu'en fait, on était tous un peu des nerds, personne se jugeait, on s'en foutait, tu vois, il n'y avait plus tout ce côté un peu débile qu'il y a au collège. C'est vrai. Moi, au collège, j'avais beaucoup de tocards dans ma classe, c'était affreux. Et t'as aucune pression, t'as aucune responsabilité, t'as pas d'impôt à payer, t'as pas de salaire. Tu dois quand même avoir ton bac. Ouais, mais t'as pas. Oh, franchement, ça va. Mais l'année de première, dans ce cas-là, si tu veux, tu vois. Mais non, c'était les meilleures années. C'était les meilleures années parce que il y en a qui commencent à avoir le permis, donc tu peux commencer à aller avec tes potes à des endroits, tu vois. Je sais pas. Tes premières sorties en boîte de nuit. Ouais, mais je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu l'innocence. Le début de la liberté. Ouais, mais sans les problèmes d'adultes. Ouais, donc j'aurais plutôt tendance à vouloir faire ça. C'est quoi, je voudrais refaire une journée à vivre chez papa-maman avec comme seul et principal objectif, c'est d'aller en cours. C'est affreux à dire, mais c'est vrai. Genre t'as que ça dans ta journée. Waouh. C'est bien, c'est vrai. C'est vrai, j'avoue que... Bon, moi j'ai fait un bac, à l'époque c'était STT, et j'avais mon meilleur ami qui était en S. Du coup, c'était pas mal, moi j'aime bien. Ouais, STT. Il me disait que j'étais dans une section totalement touristique. C'est peut-être un d'été.
Mais c'était ça, c'était une section totalement touristique. En vrai, ouais, je me suis pas mal baladé. Est-ce que tu as déjà fait un truc de dingue sur un coup de tête? Oui, je suis partie en moins de 24 heures à l'autre bout du monde alors que j'avais jamais fait de vol long courrier toute seule. Ah ouais? Ouais. T'es parti où? Saint-Barthélemy, j'avais une tante qui y était, qui bossait. D'accord, ok. Et en fait, Sur un coup de tête? Ouais, bah c'est cette fameuse période où j'ai été virée. Je me suis retrouvée seule à la maison une hyperactive qui se retrouve à rien faire. Donc autant te dire un lion en cage, un lion en cage. Et je me souviens de cet après-midi, j'étais en train de faire du repassage devant la télé. Donc vraiment, c'est le truc où il n'y a pas plus déprimant. Il pleuvait dehors. Et j'ai vraiment eu ce moment de qu'est-ce que je fous là? Ah ouais. Mais vraiment, tu sais, ce truc affreux. En train de repasser comme ça. Ah non, mais vraiment, l'après-midi de la loose. Et j'appelle ma tante et je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu fais en ce moment et est-ce que je pourrais venir te voir? Et elle m'a pas pris au sérieux, elle a cru que genre, je viendrais la voir dans quelques mois, tu vois. Et donc elle me dit, mais bien sûr, tu peux venir, tel mois c'est super bien, tel mois c'est super bien. Et là je fais, non, mais je te parle de demain. Et elle était, mais tu vas quand même pas prendre un avion de Paris pour venir me voir demain. Et je suis si, là si je m'échappe pas maintenant, je deviens folle. Il fallait que je me casse. Et j'ai payé une fortune ce billet d'avion, c'était affreux vraiment. Tu m'étonnes. Et j'avais jamais voyagé long courrier, donc vraiment le truc c'est improbable quoi, parce que les gens qui ont l'habitude de voyager long courrier, tu peux te dire bah c'est un peu l'habitude. Moi c'était un tout autre monde. Prête, tu vois. Non, moi c'était un tout autre monde, donc en plus j'annonce à mes parents que je pars à l'autre bout du monde. Alors ça va, j'allais chez une tante, donc ça les rassurait, mais je devais faire une escale à Saint-Martin pour reprendre un coucou. Mais je sais pas ce qui m'a pris, genre j'ai même pas réfléchi. Ça t'a fait du bien? Ouais. De ouf. Ouais, et le hasard a fait qu'un étudiant d'école de commerce, un mec avec qui j'étais en école de commerce, était parti en vacances à ce moment-là avec tous ses potes à cet endroit-là. Et en fait, quand il a vu que j'étais là-bas, il m'a fait mais qu'est-ce que tu fous là? Et ils avaient loué des bateaux et tout. Enfin, c'était trop bien. Et en fait, combien de temps? Une semaine. Ah ouais. Et tous les jours, il venait me chercher en scooter et on allait faire la fête en fait avec les autres potes. Et en fait, je me suis retrouvée à faire un getaway à l'autre bout du monde, improbable. Ouais. Genre le truc sorti de nulle part et ça, je crois que c'est le truc le plus spontané que j'ai pu faire. Et là, t'es revenu de là, t'étais bien, quoi. Ah ouais. Bah oui, c'est psychologiquement, j'avais refait un reboot en fait. Ouais. J'étais revenue avec plein de souvenirs, la sensation d'être utile parce que bah, d'un coup d'un seul, t'as un peu cet ego boost, t'appartiens à un groupe, tu t'es fait des potes, tu vois, il y a un côté un peu sympa. Et en fait, le côté déprime d'être chez soi, limite, je l'ai pris comme un motivateur de ok, c'est quoi la prochaine étape? Et je me suis mise en mode projet. Merci beaucoup Mad, c'était cool cette avec discussion plaisir. Avec toi. Et Smatchy, on va vous mettre le lien pour télécharger l'appli parce que vraiment pour faire du sport ça va être top de le faire avec d'autres personnes. Ouais. Seul c'est bien, à plusieurs c'est mieux. Et l'appli est 100% gratuite, donc il n'y a pas de coût et c'est pour tous les niveaux. Donc même si tu marches, tu peux venir. Voilà, il y a tous les sports. Ok, un dernier mot peut-être pour nos auditeurs? Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut pas tout voir comme une fatalité. Il faut toujours prendre le temps de prendre un peu du recul sur les choses parce que tout n'est pas si affreux. Rien n'est jamais parfait d'ailleurs, donc il faut, à partir du moment où tu as accepté ça, tout va beaucoup mieux aller dans ta vie. Et à partir du moment où tu as ce côté où tu prends du recul sur les choses, tu peux voir les opportunités et parfois il se passe des choses dans ta vie, tu vas te dire c'est horrible, pourquoi il m'arrive ça? Et en fait c'est un putain de coup de pied aux fesses, tu m'excuseras le mot, qui te met dans des retranchements auxquels tu n'aurais pas pensé et qui va te permettre d'atteindre des niveaux justement, que ce soit de débrouillardise, de réflexion, auxquels tu ne te serais pas contraint toi-même. Ouais. Moi j'ai tendance à dire que quand il se passe des choses comme ça, il faut prendre du recul et il faut essayer de réfléchir à quelle peut être l'opportunité. Il n'y en a peut-être pas toujours, hein, ça arrive, mais quand il y en a une, en fait, ça fait tellement du bien de transformer un truc négatif en positif, donc de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, et psychologiquement, ça te change ta vie. Ouais, merci Maud. Avec plaisir.